Salut les gens, on se retrouve dans cet épisode pour parler de s'installer professionnel avec David. Là c'est le générique un peu long mais comme je l'aime bien et puis j'ai filmé un peu les dernières images qu'on peut montrer des abeilles quoi. Je veux dire il faisait beau, j'en ai profité, ça va être bientôt fini. Voilà, on va jusqu'au bout du générique à 3 minutes. Allez à tout de suite. Là, grille d'entrée blanche, je vais la mettre. Salut les gens! Salut les gens! Donc voilà, on est reparti. J'espère que ça va le faire au niveau du son. L'épisode s'appelle « Je suis apiculteur ». Parce que on le fait avec David et puis moi aussi je suis apiculteur. Mais je vous avais dit que je voulais le faire avec Émilie qui n'était pas dispo aujourd'hui. C'est pas grave. Hein. Je vous referai un autre épisode où on l'appellera « Je suis apicultrice hein ». Comme ça tout le monde sera content. J'espère que vous avez aussi aimé le générique parce que là on va faire 20 ou 30 minutes de blabla quoi. Juste... hein. Ça risque d'être très statique. Donc là oui. Il vient de parler, vous l'avez vu, c'est David qui est là. Il était à la fin de l'épisode 10. Je suppose que vous vous en souvenez ou pas. Bon les gens, devenir apiculteur professionnel, c'est quoi? C'est gagner sa vie avec son métier. Et avoir un statut. Un statut, c'est-à-dire avoir une sécurité sociale. Voilà, Dave, je pense que tu es d'accord avec ça. C'est ça. Ni plus ni moins. Il s'agit de cotiser, en l'occurrence là c'est à la MSA. En contrepartie de quoi on est aidé lorsqu'on a des soins médicaux, et une retraite. Voilà, c'est ça l'idée, quoi. Bah, c'est l'idée, oui. Donc, à propos du statut, la réglementation dit qu'on devient professionnel, ou pour être professionnel, il faut avoir un minimum de 200 ruches. Voilà. À partir du moment où vous avez ça, vous voyez, bon, alors, il faut voir avec la Chambre d'agriculture... Il y a eu beaucoup de questions sur la réglementation, l'administration et tout ça. Très honnêtement, on ne va pas détailler ça dans cet épisode. Parce que ça prendrait 2 plombes et il y a de très bonnes associations type ADA, Association de développement de l'apiculture, ou des bouquins ou des sites internet qui répertorient ça très bien. Après, on va peut-être plus insister sur ce qui nous est arrivé à l'installation, parce que ça, il n'y a aucun bouquin ou aucun site internet qui va vous l'expliquer. Rapidement, pour devenir pro, il y a tout de suite plusieurs schémas, et puis après on va évoquer ce qui nous est arrivé. Plusieurs schémas, c'est vous avez quelques ruches, vous êtes amateur, vous voulez devenir pro, donc là il faut juste augmenter le cheptel et puis se déclarer à l'administration, MSA, Chambre d'agriculture, et vous verrez que tout s'enchaîne. C'est eux qui vous appellent pour vous dire ce qu'il faut faire, voilà, vous inquiétez pas là-dessus quoi. Passer pro en 1 ou 2 ans, c'est ce qui nous est arrivé. Des reconversions professionnelles. Lui, il était salarié dans une boîte de mécanique, c'est ça. Moi, je vendais des fringues bio sur les foires bio. En tout cas, tout dépend. Il ne faut pas être fermé sur la méthode. Voilà, que ce soit en quelques années, en passant de 20, 50, 100, 150, 200 ruches ou plus, ou tout d'un coup monter à 400 ruches avec un emprunt. Il ne faut pas être fermé sur les méthodes, quoi. Donc sur le fait de passer pro en 1 ou 2 ans, il y a juste 2 options là-dessus. C'est si vous le faites avec votre propre financement, c'est un peu plus compliqué, il faut avoir des sous de côté, quoi, puis c'est toujours un risque. Ou alors vous empruntez, vous faites ça avec les aides. Et pour faire ça, il faut avoir un diplôme, effectivement. Je pense qu'il y en a plusieurs, même au niveau agricole. Ouais. Nous, ce qu'on a fait, c'était le BPREA, brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole, option apicole, qu'on a fait à Vesoul avec un an d'écart, je crois. Un an d'écart. Ouais. Et grâce à ça, on a pu obtenir des aides. Donc je vous en parlais dans le live, là. C'était la dotation jeune agriculteur. Ça s'est chiffré à quoi? Environ 15 000 €. C'est ça? Je sais plus.
C'est loin, ouais. Enfin, à titre personnel, je crois qu'il y avait à peu près 15 000 euros dans ce cadre-là. Et il y avait aussi une aide régionale, Le PRI. le PRI, qui devait être à peu près de 12 000 euros. Donc pour moi, je crois que c'est une aide globale de à peu près 24 000 euros. Patate. Et par contre, aucun apport personnel. À ce moment-là, les 24 000 euros, moi je les ai mis de côté parce que je savais que je pourrais pas faire de prélèvement privé assez conséquent au démarrage. Alors, très important, et c'est pas mal de dire ça, c'est qu'on vous donne cet argent, il ne sera pas remboursé. Non. Alors il faut respecter tout un tas de trucs, attention, bien sûr, il y a un contrôle administratif sur 5 ans, des règles à respecter, évidemment. Mais c'est donné, hein, c'est pas prêté. Enfin, oui, ou à rembourser. Et on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut avec ce pognon. Tout à fait, On ouais. peut le garder sur son compte personnel, quoi. Après, avec ce système d'emprunt, il est plus facile, enfin d'emprunt, de dons, de DJA, de dotation, il est plus facile d'aller convaincre un banquier derrière qui ne vous connaît pas, avec un bon dossier hein, structuré. Et ben, c'est ce qui s'est passé pour moi, en tout cas, peut-être pour toi. C'est que avec un bon dossier bien ficelé, bien chiffré, et ben le banquier nous a suivis quoi. Voilà. Et il y avait la chambre d'agriculture. En fait, c'est vrai, hein, tout ça c'est imbriqué, c'est un système. Voilà, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Ça a le mérite d'exister. Non, mais disons pour s'installer, donc il y a son propre financement quand on n'a pas les aides, c'est-à-dire au-delà de 40 ans. En dessous de 40 ans, on peut prétendre aux aides. Voilà, moi je pense que c'est pas inutile. Et après, des autres méthodes de financement, tu vois quoi, toi? Des assos, des trucs comme ça? Des Tipeee? Ouais, ça peut être possible, mais c'est pas. Moi, je pense que le Tipeee, quand vous voulez vous tourner, enfin c'est moi, hein, si vous voulez vous tourner vers une activité professionnelle, on a discuté tout à l'heure avec Léandre, je pense qu'il faut tout de suite se tourner vers un banquier qui sera votre partenaire. Peut-être pendant le reste de votre activité. Mais pourquoi pas? J'ai pas d'avis très tranché là-dessus, quoi. Ouais, il y avait le discours de dire je veux pas enrichir les banques et tout ça, là. Oui, oui, mais ça, bon, je vous invite à regarder un petit peu les taux d'intérêt pratiqués par les banques. J'ai pas l'impression qu'ils nous saignent, quoi, du tout, et j'ai pas l'impression qu'ils s'enrichissent effrontément en nous proposant. Bon, là, des ce prêts ce qu'on a emprunté, c'était à 1%. C'était 1%. Ouais. 1%, voilà. Et effectivement, ce que tu disais, c'est que nos parents, quand ils empruntaient pour leur baraque ou quoi, dans le temps, c'était. Dans les années 70, c'était on était 8%, sur quoi. du 7-8%, Ouais. donc là, oui, ça fait mal. Non, et ça rejoint le fait de s'installer un petit peu en 1 ou 2 ans, ou de manière progressive, en multipliant tout doucement. Moi, que je trouve être une façon plus risquée, ou en tout cas, à la limite, on le fait plus quand on a 20 ans, que quand on en a 40 comme Ouais, nous. ouais. Quand on est en reconversion pro, tout d'un coup, il y a des loyers qui tombent personnels, il y a de la famille, il y a des emprunts à titre personnel. Et donc, il y a un salaire qui doit tomber tout de suite. Moi, ça a été la condition quand je me suis installé en GAEC avec mon collègue à l'époque. On est allé voir le banquier, on lui a dit on prend un salaire le premier mois. Mais on n'avait pas fait de miel, hein. On a ouvert en avril. Ouais. Et le miel, il a été fait avril, mai, juin, il a été vendu en septembre, octobre. Il y en avait d'ailleurs très peu la première année, il faut faire gaffe aussi à ça. Mais ça fait rien que de dire au banquier, nous on veut on se prend un salaire tout de suite, finalement ça l'a convaincu. C'était de dire, ouais, ils sont sérieux, pragmatiques, oui, c'est comme ça que ça marche. Et puis ça a marché comme ça, quoi. C'est clair. Oui, parce qu'il faut quand même. La banque est là pour vous prêter de l'argent, mais la banque va pas vous financer pour du rêve, quoi. La banque va vous financer pour quelque chose de solide. C'est normal, c'est son métier, hein. C'est comme ça qu'elle gagne de l'argent et elle va participer, elle sera d'accord pour participer à des projets qui sont solides, structurés et construits. Il vaut mieux bien réfléchir, ouais, être plus carré là-dessus, quoi. Voilà, on va revenir sur plein de choses et notamment sur les questions Twitter, mais là on va t'écouter un petit peu sur ton parcours, comment ça s'est passé et tout ça, quoi. Vas-y, feu. Moi, donc du coup, je suis issu du monde de l'entreprise, hein. Moi, j'étais technicien en mécanique et puis voilà, j'ai croisé l'abeille un jour. Je me suis lancé en tant qu'apiculteur amateur, hein. J'ai fait ça pendant quelques années. Et puis au moment où je suis parti j'ai fait le choix de faire ce BPREA
à Vesoul, je ne sais pas si on peut dire. Ouais, BPRA à Vesoul, moi je l'ai déjà dit. Hein. Donc le BPRA à Vesoul, moi j'étais salarié et j'avais à peu près, à ce moment-là, j'avais à peu près 100 colonies, 120 colonies quoi. Et puis j'ai regardé, je suis allé visiter beaucoup d'apiculteurs professionnels, j'ai posé beaucoup de questions. Très important. Au niveau des revenus, qu'est-ce qu'on pouvait espérer gagner, les heures. Demandez ce que c'est que des heures, les heures qu'il va y avoir à faire, quoi. Mais... les quantités d'heures que vous allez passer en pleine saison, ça, il faut vraiment se confronter à ça. Allons-y. En l'occurrence, comme je vous disais, il n'y a pas de site internet ou de livre ou d'assos qui vous prépare à ça, c'est surtout sur ça, c'est sur le timing. On en parlait avant d'enregistrer, là. Moi, le premier mois avec mon collègue en GAEC, on s'est fait avoir par le timing. On n'était pas prêt à ça. Ben, moi, c'est pareil, hein. C'est une grosse surprise. Le BPRA à Vesoul, donc il y avait des gens qui étaient en face de nous, etc. On pose des projets, on dit je veux faire ci, je veux faire ça. Et on n'a peut-être pas le renvoi. C'est pour ça que je vous dis, tournez-vous peut-être vers des professionnels, des gens qui sont vraiment dedans toute l'année. Même si vous ne voulez pas agir et travailler comme un professionnel, mais je ne sais pas. Mais au moins, vous aurez des bases, quoi. Nous, on est obligé de compter, de savoir combien de temps ça nous prend. Les heures de travail, c'est une obligation. Ouais, alors en l'occurrence, avec un petit peu de recul, avec un peu de recul, honnêtement, avril, mai, juin, est-ce que tu prends des week-ends? Ah non. Avril, mai, juin, j'arrive moi à m'imposer, et parfois c'est très difficile, j'arrive à m'imposer quelques dimanches après-midi pour être en famille. Je sais pas, peut-être 2 par mois, quoi, 2 dimanches après-midi par mois, et le reste sur cette période-là, hein, sur ces 3 mois-là, c'est du 14, 15, 16 heures par jour. Alors bien sûr, je suis pas 16 heures dans les ruches, mais voilà. Hein, mais tu bosses pas vite aussi. Je bosse pas vite. Je prends mon temps. Je discute avec mes abeilles. Non, mais j'ai un système de commercialisation qui fait que à côté de mon activité, à côté de mon travail dans les ruches à ce moment-là, qui demande déjà énormément de temps, moi il faut que je puisse livrer mon miel, il faut que je puisse le mettre en pot. Etc., alors en l'occurrence parce que tu le vends en pot. Parce que je le vends en pot. Hein, donc ça, je rentre d'une grosse journée, moi sur ces périodes-là, je rentre d'une grosse journée de travail. Quand il y a du soleil, qu'il fait beau, des fois je suis dehors jusqu'à 20h, 20h30. Je rentre, le temps de prendre une petite douche, et puis après, c'est pas rare que je regarde un petit coup la télé, mais en collant des étiquettes sur des pots et en préparant des cartons, quoi. Et voilà, après, bon, il y a d'autres choix qui peuvent s'ouvrir, ça sera peut-être dans le futur, c'est peut-être de prendre, parce que je suis tout seul sur l'exploitation, c'est effectivement, je sens que j'arrive au bout du système, et il va peut-être falloir monter d'un cran, faire comme Léandre a fait, c'est-à-dire pour les ruches, très certainement l'année prochaine, faire appel à un salarié, en tout cas saisonnier, hein, pour pouvoir m'épauler à ce moment-là, quoi. Et c'est marrant parce que moi je suis dans le système inverse, c'est-à-dire que je fais pas de pot parce que j'ai décidé de me consacrer entièrement aux abeilles, et en me disant si j'ai de l'abeille je ferai du miel et donc ça ira, et j'en aurai suffisamment pour le vendre en gros, évidemment avec des prix plus bas. Là j'en reviens, j'en ai marre de vendre mon miel en gros, j'ai envie de faire du pot pour mieux valoriser mon kilo de miel, et auparavant là où je prenais un salarié, j'ai envie de plus en prendre. Non mais c'est vrai. Pourquoi? Parce que je voudrais réduire le nombre de ruches, parce que c'est bien de prendre un salarié, il y a des tas de choses à 2 qui sont mieux, mais il y a des tas de choses qui sont moins bien. Notamment les compétences apicoles sur la ruche elle-même. Ouais. Et ça, bon, autant un stagiaire, il est là pour apprendre, c'est pas souci, mais tout d'un coup, quand vous avez un salarié qui est là et qui coûte pas mal, hein. Il y a des charges en France assez importantes, même avec les spécificités agricoles, je pense au TESA, titre emploi simplifié agricole, ça fait rien que il y a plus de demandes, quoi. Voilà. Il faut moins faire de bêtises quand on est salarié, des choses comme ça. Voilà. Ouais, moi je rejoins Léandre tout à fait là-dessus. Moi, vous, quel que soit votre niveau en apiculture, à la limite, je vous verrai un jour débarquer en tant que stagiaire, on va dire, sur des ruches, je vous accompagne, je suis derrière vous, il n'y a pas de souci. Après, vous laissez vous débrouiller, ça sera plus délicat, quoi. J'aurais certainement eu besoin de vous avoir suivi pendant 1-2 mois, savoir comment vous réagissez, quelle est votre lecture de la ruche, qu'est-ce que vous avez compris, pas compris, comment vous manipulez, est-ce que vous êtes assez délicat, etc. Ce que ça sous-entend, là, c'est que c'est quand même devenu un métier plutôt très technique. Alors,
Bon, on discute pas mal avec des anciens apiculteurs qui nous disent comment ils travaillent et tout ça, c'est pas mal, mais je sais pas comment dire, c'est devenu plutôt très technique, quoi. Il faut pas se louper, et c'est très facile de se louper, et tout d'un coup, en 1 ou 2 ans, votre cheptel, il plonge, mais en qualité et en quantité, Ouais. et en plus, vous associez ça avec 1 ou 2 mauvaises années, et c'est la cata, quoi. Ça va très vite. Et donc, c'est ce que je disais, là, quand je disais il faut pas louper les bonnes années, ça paraît une connerie, hein, mais c'est d'autant plus vrai en apiculture, je crois, qu'en agriculture. C'est ce que je vous disais dans l'épisode à propos de vendre son miel en direct ou pas, ou en semi-direct avec un intermédiaire entre le producteur et l'acheteur. Voilà, ça prend du temps, c'est des choses si vous êtes obligé de faire ça en saison, ben, c'est compliqué, voilà quoi. Mais même moi qui vends en gros, c'est-à-dire en fût, et plutôt à l'automne et l'hiver, en saison, bah là en plus avec cette année avec les vidéos, mais je me souviens pas d'avoir pris des week-ends entre avril, mai, juin, et début juillet même, et ça depuis que je suis pro quoi. Alors au début, les 2-3 premières années, il y a un énorme travail à faire. Parce qu'il faut monter le cheptel, donc il faut avoir les ruches, il faut avoir les emplacements, il faut multiplier, il faut avoir les cadres, cirés, bon vous pouvez faire construire, bon, on parle de ce qu'on connaît. Les cadres cirés, ça veut dire que ça vous l'avez préparé en janvier-février, il faut, au coup de feu du 15 mars, il faut que tout ça soit prêt. Ah ouais, ouais. Hein. Maintenant pour revenir à toi, comment ça s'est passé? Tu étais dans l'industrie, t'avais 120 ruches à ce moment-là, et tu as décidé de passer pro, donc passer le BPRE à Vesoul. Est-ce que tu as emprunté, en plus de la DJA, pour acheter des ruches, acheter des essaims, etc. T'es monté à combien de ruches, etc. Donc du moment où je passe le BPRE à Vesoul, donc j'ai à peu près une centaine de ruches, et donc il faut monter donc à 200 colonies, et j'investis dans ce qu'on appelle dans de la caisse, quoi, de la ruche, etc. En plus, je fais des emprunts, j'emprunte pour acheter un véhicule, j'emprunte pour acheter des ruches. Un peu plus tard, en 2e ou 3e année, je vais emprunter du matériel, je vais emprunter pour acheter du matériel extraction. Je vais emprunter une nouvelle fois pour acheter une nouvelle série d'une centaine de caisses. Alors, je te coupe là. Est-ce que tu crois pas justement que ça aurait été mieux d'investir plus tôt à la première et deuxième année, d'investir plus tôt? Si c'était à refaire, parce que moi j'étais parti dans l'optique de vendre comme je vends là, au détail. Le problème c'est qu'on met quand même quelques années pour étoffer une clientèle, donc on met du temps. Ça sera à refaire, oui, je partirai sur un plus grand nombre de colonies et je me mettrai tout de suite en cheville avec un négociant en miel pour vendre l'excédent, ce que je ne pouvais pas vendre moi en vente directe sur une année, pour revendre l'excédent tout de suite, quoi. Est-ce qu'il est délicat de te demander combien tu as emprunté? En gros, j'ai dû emprunter à peu près 40 000 euros. 40 000 euros, ouais, C'est maximum. Nous, à deux, on avait pris 90, je crois. Ouais. Donc ça se tient, quoi, en gros, quoi. Et ce qu'il faut acheter, c'est les caisses pour mettre les essaims. Des essaims, moi je trouve qu'il n'est pas bête d'en acheter, même si ça vaut son prix, c'est normal, c'est justifié. C'est justifié dans le sens où si l'année est correcte, l'année où vous les achetez, vous allez voir qu'ils vous font du miel et que très peu d'essaims vont payer l'intégralité de tout ce que vous aurez acheté. Mais oui, c'est le cas, quoi. Ouais. Donc il faut, à mon avis, pour passer pro, il ne faut pas hésiter. Dans une limite raisonnable, il ne faut pas partir de zéro et acheter 400 essaims. Non. Tiens, pour citer mon cas, à deux, on a acheté 100, je l'avais dit, je ne sais même plus combien, 120 et quelques essaims. On en avait une partie à nous. On en a donc acheté une autre partie. La première année, on a fonctionné avec 400 ruches en production. Elles nous ont fait du miel, c'était pas une bonne année. Elles nous ont fait quand même du miel, je me souviens plus du tonnage. Ça valait pas grand-chose. Mais sur les 3 mielés que je fais, vous savez, printemps, acacia et toutes fleurs, on a fait les 2 premières avec 400 ruches. Et la 3e mielée, on l'a oublié, on a tout divisé en 2 ou 3. Et là, je vous assure que toutes les caisses que j'avais dans le bâtiment, les 5 cadres, les 6 cadres, les 7 cadres, j'en ai, les 10 cadres, les 12 cadres et même des finisseurs de 18, tout était plein. Tout. On a multiplié pour faire du nombre. C'est le nombre qui compte à un certain moment, et c'est vrai, quoi. Et voilà, et on a attaqué la 2e année. Alors là, pour le coup, on a commencé à vendre des essaims, une quarantaine, et on avait bien 600 ruches qui tenaient la route, en production, pas 600 essaims qui valaient rien. On avait 600 ruches qui ont fait du miel. L'année n'était pas exceptionnelle non plus, mais enfin, c'est comme ça que ça a démarré, quoi.
Et voilà, il faut du nombre à l'origine, quoi. Ça pour dire qu'il faut faire vachement gaffe aux bonnes ou mauvaises années, et c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. C'est con, ce que je dis, évidemment, comme d'hab. Et donc ça, dans votre prévisionnel, il faut, entre guillemets, l'inclure, c'est-à-dire viser bas. Et essayer de faire plus de nombre, plus de ruches, donc, pour pallier ce manque si jamais il est là. Et si jamais c'est pas un manque, c'est une bonne année, vous avez les ruches et tout d'un coup vous faites du miel et voilà quoi. Ouais, partir plutôt sur des évaluations assez pessimistes. Ouais, et ça rejoint ce que je voulais dire là-dessus, c'est qu'il faut pas, et c'est l'une des questions Twitter et on va y arriver là progressivement, c'est de dire il faut pas, à mon avis, s'éparpiller. Ça, c'est à mon avis le plus gros piège, c'est je vais faire un peu de ruche avec du miel, un peu des essaims, un peu de gelée royale, un peu de propolis, un peu de... Putain, moi je pense que c'est le pire piège. Pour les 2-3 premières années, abstenez-vous, c'est comme ça qu'on dit, ouais. Abstenez-vous à faire du miel, enfin ou en tout cas à faire des abeilles, des ruches qui soient en bonne santé, qui passent l'hiver, et que quand la miel arrive, vous mettez les hausses dessus, quoi, et ça fait du miel. Tu voulais peut-être dire astreignez-vous. Astreignez-vous, ouais. Non, mais c'est ça que je voulais dire. Bref, je pense que tu es assez d'accord avec ça. Oui, moi j'en reviens un petit peu, je me suis pas tant dispersé que ça, mais... ça a été le cas au début ? Voilà, ça a été le cas au début, on veut tout faire, on veut faire ses rennes, on veut faire ses essaims, ne serait-ce que pour l'exploitation, toucher un petit peu à tout, je comprends, on peut comprendre, c'est vrai que c'est un métier qui est passionnant, chaque phase peut être super sympa. Chaque chose en son temps. Mais chaque chose en son temps, et il vaut mieux mettre l'énergie vraiment à fond dans une seule production, quoi. Et je dirais la production de base, c'est le miel, quoi. Si vous savez faire du miel, après, accessoirement, ça sera beaucoup plus facile. Si vous savez bien gérer cette production de miel, bien comprendre ce qui se passe pour la réussir, ce que vous pouvez faire à côté, monter un atelier à côté, un autre atelier, ça sera beaucoup plus facile, quoi. Oui, par la suite, une fois que en fait, tout est stabilisé à peu près à droit, sachant qu'en plus avec nos années spéciales, haut, bas et tout ça, plus les difficultés écologiques, l'abeille et tout ça, je trouve que c'est un peu le sentiment qu'on avait en lisant les questions Twitter, là, c'est que vous avez l'impression, ou vous donnez l'impression que tout est lisse, et que voilà, vous avez 250 ruches, vous faites ça de miel, vous faites ça d'argent, tous les ans c'est la même chose. C'est faux. C'est pas du tout ça. Et il faut justement être vachement... faut s'adapter à tout ça. Il faut le comprendre, il faut le visualiser, il faut... Je sais pas comment dire, mais... Il faut être vachement réactif, quoi. C'est pas du tout d'aller tous les jours dans son entreprise, faire son boulot de salarié, je l'ai fait des années, c'est pas un souci. C'est que c'est complètement différent de ça. Moi, par exemple, le boulot que je fais maintenant me plaît bien plus parce que voilà, il faut s'interroger, il faut être réactif. C'est le boulot d'apiculteur, quoi. Et en étant salarié, en règle générale, il y a un cadre déjà. On arrive, on est embauché, il y a un cadre. Là, le cadre, déjà, c'est à nous de le fixer et il faut savoir que le cadre est mouvant en fonction de la météo du jour, de la météo de l'année, de la météo du mois, d'énormément de choses, quoi. C'est pas un métier qui permet de se reposer, Oui, il faut toujours s'interroger. D'ailleurs, à propos de la météo, on signifie aussi qu'il faut, suivant vos coins, vos endroits, chaque apiculture est différente, et sous-entendu, il faut que vous sachiez, avant de vous installer ou à l'installation, comment ça se passe chez vous. Est-ce qu'il y aura besoin de transhumer ou pas, s'il n'y a pas assez de miel? Est-ce que... Si oui, sinon, est-ce qu'il faut faire une diversification en faisant des essaims ou de la gelée? Ça, il faut le savoir avant, mais sans dire de le faire. Tout à l'heure, on disait pas se diversifier, ou en tout cas pas s'éparpiller. Moi, je fais une différence entre se diversifier pour réussir et s'éparpiller. On va passer... Alors, il y a énormément de choses à dire. Je sais à l'avance que vous n'aurez pas toutes les réponses que vous attendez. J'insiste sur le côté, je suis pas administratif, que j'ai pas envie de vous parler de ça, j'ai pas envie de vous dire mais il faut faire ci, il faut faire ça. Enfin, vous me connaissez, quoi, à force. T'es d'accord, quoi. Et puis le parcours de chacun est tellement différent qu'on va pas pouvoir apporter franchement les réponses. Ce qu'il faut se souvenir, c'est que pour être pro, le mini c'est 200 ruches. La question est de savoir si 200 ruches suffisent, suivant votre mode de commercialisation. En gros ou pas. C'est pareil, l'autre jour j'avais tweeté sur le gars à Paris qui vend son miel 132 € le kilo. C'est sûr que lui il n'a pas 200 ruches. Mais alors la question se pose, c'est de savoir, il a moins de 200 ruches, donc il cotise pas à la MSA, il n'est pas apiculteur professionnel, quoi. Tout à fait.
Sur les questions Twitter, là, il y avait donc sur l'investissement, là on était sur, sans les aides, enfin, ou en plus des aides, 40 000 euros à peu près d'emprunter, ce qui fait du quoi, 50-60 000 euros pour s'installer, quoi. Oui, oui, oui. Ça dépend ce que vous avez, ça dépend si vous construisez les ruches, ça dépend si vous allez les acheter en France ou à l'étranger. Bah oui, bah, le coût du travail étant moins cher, bah, les ruches sont moins chères. Après, la qualité, c'est pas la même, quoi. Tout dépend de ce qu'on veut, quoi. Tout à fait. Il y avait combien d'heures? Donc on l'a dit en saison avril, mai, juin. Moi, je pense qu'il faut pas les compter ces heures. Alors c'est compliqué avec une famille. La preuve, bah, par exemple, on n'a pas pu avoir Émilie aujourd'hui. On fera un épisode plus tard avec elle, mais voilà, c'est compliqué avec les enfants, aller chercher, tout ça, quoi. Hein, et donc s'occuper des abeilles, et de mettre en pot, et vendre le miel, et tout, voilà. La rentabilité, il y a une question là-dessus. Bon, j'ai pas de réponse. La rentabilité, elle vient du fait que vous savez conserver vos abeilles en bonne santé, en vie et tout ça, et qu'elles font du miel quand il y a du nectar de disponible dans la nature. Ouais. Si ces éléments-là sont là, eh ben, tout ça marche et tout d'un coup vous faites du miel et normalement vous arrivez à le vendre. Je trouve que la situation est de plus en plus compliquée, mais normalement on arrive à le vendre. BPREA, indispensable, oui ou non? Ça dépend si vous voulez les aides, oui ou non. Et encore, allez vérifier, mais je crois que pour obtenir les aides, on doit pouvoir avoir d'autres diplômes. Alors, pour avoir les aides, en fait, il faut un équivalent agricole. Ne sont obligés de passer un BPREA en apiculture que ceux qui auraient, bah, c'était mon cas, un bac en mécanique, BTS en microtechnique aussi. Donc, il faut un équivalent agricole. Si vous avez déjà quelque chose, vous n'êtes pas obligé de passer par le BPREA. Alors, on va tout de suite dire, on va enquiller sur les questions Twitter, je disais, mais tu voulais parler de la frustration de ne pas pouvoir répondre à toutes vos questions, quoi. Ouais, je pense que vous, en premier, vous allez être frustré parce que très certainement, c'est même obligé, vous n'allez pas pouvoir trouver toutes les réponses Dans cet épisode. Par contre, allez-y, poussez des portes, allez voir des apiculteurs professionnels, allez voir des associations, allez voir des GDS et faites-le parce que ça va vous donner une information sur votre capacité à agir et aller chercher des infos ou plus tard pour le métier. Confrontez-vous. Des ADA, confrontez. Et voilà, ça va dépendre vraiment, vraiment beaucoup de vous. N'attendez pas des autres, forcément. Vous allez pouvoir jauger de votre motivation, quoi. Et ça peut vous donner une idée sur vos capacités futures. Donc il faut y aller, il faut poser des questions, il faut aller voir du monde. Alors, pour en revenir aux questions Twitter, là on en était où? BPREA indispensable, on avait dit. Pas forcément. Pas forcément, tout non. dépend de votre façon d'investir, de votre volonté, tout ça, voilà. Il y avait la question sur le micro-BA et par rapport à l'EARL. Le micro-BA, c'est ce qu'on appelait anciennement le forfait. C'est un dispositif qui nous permet d'avoir des cotisations MSA allégées, en contrepartie desquelles on ne dépasse pas un certain chiffre d'affaires. En l'occurrence, tu m'arrêtes si je me trompe pas, mais en l'occurrence 82 000 euros hors taxes par an. Tout à fait. Si on dépasse ce chiffre 2 ans de suite, on passe ce qui s'appelle au réel. Et là, effectivement, ce sera l'EARL ou l'entreprise individuelle, ça c'est pas le souci du statut. C'est de dire par contre ce ne sera pas la même fiscalité. Et si vous passez au réel, ça veut dire que votre boîte elle grossit, que vous avez 1, 2 salariés, que voilà. Le chiffre d'affaires fait que vous passez au réel. Mais sinon on est au micro-BA et les taxations c'est 13% du chiffre d'affaires. C'est ça. Voilà. Le nouveau calcul. Auparavant, c'était au nombre de ruches multiplié par un forfait qui dépendait, un chiffre qui dépendait à la ruche suivant les départements, genre 8 euros, 10 euros, 15 euros, multiplié par le nombre de ruches. Ça n'existe plus. Voilà, c'est le micro-BA. Démarrer sans les aides, on y a répondu. Ça rejoint le BPREA indispensable, ça dépend si vous voulez les aides, si vous autofinancez, ça dépend de plein de choses. L'argent. À propos du tableau flouté là, de je sais plus quel épisode. Ça, arrêtez de me demander, je vous le montrerai pas. De toute façon, ça rejoint le fait de dire on est au micro-BA, c'est 82 000 euros hors taxe maxi. Essayez déjà de faire ça. Vous allez voir qu'il faut s'accrocher, quoi. Essayez déjà de viser 80 000 euros de chiffre. Ça fait du sport, quoi. Mais de toute façon, le kilo de miel, il n'est pas à 100 euros. Hein. Donc il y a des calculs très simples à faire, quoi. Allez au supermarché, ben non, les prix des supermarchés, c'est pas le miel français. Et justement, cours du miel, j'ai mis quoi, les gars. Il n'y a pas de cours du miel, c'est tout du bouche à oreille. On appelle les négociants, on se fait connaître. Ils nous lâchent un prix, ils ont plutôt tendance à ne pas le faire. Il faut souvent renvoyer des échantillons, ils analysent le miel et en fonction de ça et de leurs besoins, ils vous donnent le prix qu'ils vous en donnent et à chaque fois on est déçu. Ouais.
Voilà quoi. Après, voilà, il n'y a pas de cours du miel. Il n'y a pas de cours du miel et moi je vous invite à faire un outil très très rapide avec un Excel. Calculez-le, votre prix de revient du miel. Calculez-le. Vous avez des charges dans l'année, vous savez ce que vous avez dépensé en gasoil, en sirop, etc. En cire. Il faut le calculer. C'est astreignant, c'est difficile, mais au moins vous aurez vraiment une base solide, quoi. Vous pourrez dire, moi, mon kilo de miel, il me revient à peu près à temps. Il y avait combien à gagner par mois quand on est apiculteur? Alors là, c'est voilà, je crois qu'on est tous différents en plus sur nos besoins, mais tu avais une gentille phrase là-dessus. Toi. Ah oui, oui, alors là, si vous voulez gagner votre vie avec l'apiculture, dans un métier qui est satisfaisant, qui vous amène beaucoup de choses, faut y aller. Sincèrement, faut y aller. Si vous voulez vous enrichir, faut peut-être trouver autre chose. Ouais. Il y avait la question de la comptabilité. Est-ce qu'on peut faire sa comptabilité tout seul? D'ailleurs, est-ce qu'il faut une comptabilité? Moi, je dis oui. Et est-ce qu'on peut faire tout seul? Alors moi, j'ai un cabinet comptable. Ça me coûte 1000 et quelques euros par an. 1003, 1004, 1005, je ne sais même plus. Toi, tu le fais via une association? Alors moi, je passe par une association. Il y en a plusieurs en France. Moi, je suis du genre ALAFOC 39, donc association de formation collective à la gestion et comptabilité. Donc c'est un organisme qui est accrédité pour valider la comptabilité en fin d'année. Alors ce qui se passe, c'est que moi, c'est moi qui fais ma saisie chez moi. Ça te coûte quoi? Ça me compte. Alors il y a une partie, en fait on utilise un logiciel qui est mis au point par des étudiants agrosciences à Bordeaux, si je ne me trompe pas. Et il y a l'adhésion, donc ça me coûte à peu près 350 euros plus 180 euros, quoi. Enfin, il n'y a pas 600 euros pour l'année. Par contre, je vous dis, il y a une astreinte où il faut faire votre propre, faut rentrer vos chiffres, ouais, mais c'est faisable. Après, c'est moins cher, mais c'est lui qui fait le boulot aussi, quoi. Voilà, c'est moins cher. Après, ce qui permet dans cette association, il y a plein d'autres choses. Vous allez rencontrer d'autres personnes, peut-être des agriculteurs, des apiculteurs, et puis en plus, ça vous laisse la place pour faire des formations qui sont gratuites. Ça, c'est bien. Sur toutes choses, sur de la comptabilité, sur plein de choses. Allez, on enchaîne. Parce que sinon, je sais, vous allez gueuler, l'épisode est trop long. Diversification incontournable. Donc ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est plutôt l'inverse. Il faut pas confondre diversification et comment je disais dispersion. Aller dans tous les sens, quoi. La diversification, elle va être nécessaire si vous, dans votre calcul, vous compreniez que le miel ne suffit pas. Essayez déjà d'avoir des ruches et de faire du miel. Moi j'étais parti sur l'idée de faire des essaims assez vite parce que je ne voulais pas transhumer. Transhumer, ça voulait dire surtout être mécanisé. Parce que porter les ruches à la main, bon, ça va un moment aussi. Et puis quand on transhume, on n'emmène pas 10 ruches. On en emmène, je sais pas moi, 50, 60, 80, 100, ce qu'il faut, quoi. Voilà. Et nous, on ne voulait pas faire ça à l'origine avec mon collègue en GAEC, et donc on a décidé de faire des essaims à la vente. La législation pour faire les essaims, il n'y en a pas. Il y a un certificat sanitaire à demander auprès de son vétérinaire, basta, quoi, c'est tout. C'est tout, ouais. Oui. Après, c'est un savoir-faire, ça ne s'apprend pas dans les livres, quoi. Tac, ça, bon, passer d'amateur à pro, oui, couveuse d'entreprise, assaut d'accompagnement, c'est tout des trucs administratifs, là, il y en avait une paire, voilà. Normes, miellerie, surface, étiquetage, investissement de base, fournisseur, acheteur, assurance, statut, etc., etc., etc. Ça, c'est tout ce que vous trouvez sur Internet, dans les livres et tout ça. Voilà, nous, on va plus parler, voilà, ce qu'on a dit, de ce qu'on a fait, quoi, vécu, quoi. Il y avait la question juste là-dessus, c'était aussi la maîtrise de l'élevage. Oui, il faut maîtriser l'élevage quand on fait ce métier-là, mais alors... Moi, quand j'ai démarré, il n'y avait que ça en tête même, maîtriser l'élevage. Maintenant, je rajoute l'achat de rennes. Parce que ça amène de la diversité génétique, parce que ça fait rencontrer d'autres mondes, parce que vous ne serez pas capable de faire un élevage aussi qui soit... Enfin, vous serez capable, mais pas au début, de faire un truc 100% performant, quoi. Et on revient exactement sur votre question d'avant sur la diversification. Là, le fait de faire travailler des gens qui se sont spécialisés, eh ben, ils ont... Il y a des bons, hein. On va appeler ça un produit, oui, une reine fécondée. Ils ont un produit qui va dépasser tout ce que vous pouvez attendre, vous, à votre petite échelle, sur votre petite exploitation, avec les petits moyens que vous avez, quoi. Voilà, oui, maîtriser, c'est vrai que c'est une curiosité, ça peut être intéressant, mais il faut pas... L'achat de rennes, je pense que c'est un poste qu'il faudrait prévoir, quoi. Quitte parfois en acheter des beaucoup plus chères parce que voilà, elles sont sélectionnées ou quoi. Comme là, si vous avez fait attention dans le générique, il y a une reine violette et blanche.
Bon, bah, c'est pas une reine à 20 balles, ça. Voilà. Et, celle-ci, elle coûte, je sais plus, 150 €, non? Mais oui, mais je vais faire des filles avec celle-là. Ou en tout cas, je vais la tester, savoir si ça vaut le coup de faire des essaims avec, quoi. Voilà. Enfin, des reines, quoi. Non, voilà, on a à peu près fait le tour. Je revois les autres questions, mais c'est souvent de l'administratif, de la réglementation et tout ça. Ben voilà, tout est inscrit dans les bouquins, les sites, l'ADA et tout ça, quoi. Hein? Je crois, ouais. Quelque chose à rajouter, Ivoire? Non, parce que moi j'aime bien les petites phrases un peu toutes simples par rapport à la diversification. Oui, il faut tenter, mais vous allez être disciple de beaucoup de matières, puis peut-être maître d'aucune, donc voilà, à vous de décider. Bon, ben avec les gens, merci d'avoir regardé cet épisode. Ouais, merci à vous, et puis merci de tout ce que vous envoyez à Léandre. À l'apiculture en général, moi je Ouais, pense que c'est ça qui est intéressant, quoi. C'est qu'on s'aperçoit qu'il y a de la demande. J'ai eu pas mal de messages de dire tu m'as convaincu, j'ai pris une ruche. Écoutez, je suis ravi, mais faites-le bien. Je crois que c'était le message de toute cette année, c'était de dire vous voyez que c'est technique, il faut savoir pourquoi la ruche est malade, si elle tombe malade, qu'est-ce qu'elle a, etc. quoi. Si elle a faim, pas faim, etc. Vraiment, ça, il faut le faire, quoi. Bonne continuation à vous, hein, Allez, plein de courage, ciao les gens. puis à une prochaine.